Lézardo, votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction, mais aussi la rénovation, l'entretien et l'équipement de votre piscine. Nous vous accueillons du mardi de 9h à midi et de 15h à 19h. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans Arrêt au Stand. Salut Yves. Salut Mathias, salut à tous. Bon alors, une émission spéciale aujourd'hui. Où est-ce qu'on est Yves ? On est au pôle mécanique d'Alès, dans le temple du sport automobile, là où on connaît plein de grands pilotes, Romain Dumas, Stéphane Sarrazin et plein de teams et d'équipes CMR, etc. Un lieu mythique de la course automobile. Et alors, qui est-ce qu'on a prévu de recevoir aujourd'hui dans Arrêt au Stand, Yves ? Un grand nom du sport automobile, puisque c'est Beltoise. Le nom et le prénom, c'est Vincent. On va vous présenter Vincent Beltoise aujourd'hui. Arrêt au Stand avec Vincent Beltoise, c'est parti. Bonjour Vincent, comment ça va ? Bonjour Mathias, bonjour Yves, ça va super. Merci de nous accueillir chez toi, ici à Alès. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu où on se trouve ? Nous sommes sur le pôle mécanique d'Alès, un circuit automobile basé dans le sud de la France, dans le Gard. Donc c'est ici où j'ai grandi dans la ville d'Alès, j'ai fait mon collège et mon lycée. Le circuit est né au début des années 2000. Et donc là, on est sur un site qui accueille beaucoup d'entreprises spécialisées dans le sport mécanique, moto, auto et historique. Et on a la chance d'avoir un outil de travail assez incroyable avec une piste rallye, une piste vitesse, une piste karting ici sur place et à quelques kilomètres même une piste terre. Donc ça me concerne un petit peu moins, mais voilà un peu mon lieu de travail. Yves, est-ce que tu peux nous faire quand même les présentations avec Vincent ? Les présentations, c'est important de les faire parce que Vincent, c'est un prénom, mais il a un nom de famille, c'est Beltoise. Et Beltoise, quand on entend Beltoise, faut refaire un peu l'arbre généalogique. Donc, pour reprendre un petit peu, Jean-Pierre Beltoise, l'ex-pilote de Formule 1, il avait un beau-frère qui s'appelait François Sever, qui était aussi un pilote. Et puis un fils qui s'appelle Anthony, qu'on a reçu il y a quelques temps dans Arrêt au Stand. Et puis là, on parle du neveu, on parle du fils de Christian, qui est donc le cousin d'Anthony. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, Vincent, c'est le cousin d'Anthony. Il est de la génération un petit peu après. Il est rêvé avec son nom de Beltoise, qui était déjà connu dans le milieu, mais Vincent, il va nous l'expliquer. Il a aussi sa propre carrière qui commence à être, malgré son jeune âge, très longue. Donc Vincent, en fait, tu as le physique d'Astérix, mais tu es plutôt comme Obélix. Tu es tombé dans la potion magique quand tu étais petit, quoi. Ouais, on peut dire ça, effectivement. J'avais pas d'autre échappatoire que de baigner dans les sports mécaniques. Yves l'a très bien dit. Donc moi, je suis relié à Jean-Pierre du côté de ma mère, qui était la sœur de Jean-Pierre. Et voilà, effectivement, j'ai été bercé par les exploits surtout de mes cousins Anthony et Julien dès que je suis né. Et donc ça m'a donné envie de pratiquer moi-même. Bon, on va pas refaire l'histoire de ton illustre famille. Voilà, on la connaît assez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ta carrière, la tienne. Et c'est une carrière qui a démarré très jeune, il me semble. Alors très jeune, finalement pas si jeune que ça si on compare avec des pilotes du moment. On était basé à Alès. Mes parents avaient quand même un souhait, c'était de ne pas me mettre trop tôt dans le milieu du sport automobile. Ils connaissaient trop bien ça, les enfants un petit peu déscolarisés trop tôt, parce que c'est quand même un milieu qui se professionnalise très vite. Et un peu comme dans tous les sports, hein, la statistique des personnes qui y arrivent est pas si élevée que ça. Donc c'était important pour eux que je poursuive mes études. Et donc en fait, j'ai participé à mes premières courses à l'âge minimum autorisé à 16 ans, ce qui est relativement tôt. C'est vrai que je n'avais pas le permis, mais je n'avais pas fait de karting avant ça. Moi, j'ai commencé le sport mécanique par la motocross, parce que du coup, c'était beaucoup plus simple de mettre ça en place avec des copains, des parents, les grands-parents des copains qui
qui du coup pouvaient rajouter une moto dans le coffre de leur utilitaire. Et du coup, j'ai commencé comme ça à l'âge de 14 ans les sports mécaniques, avant de faire ma première course en Caterham à 16 ans. Un démarrage un peu atypique, Yves. Bah, un peu atypique, et puis en fait on voit quand même un point commun, hein, parce qu'on a reçu dans la Réostand des grands noms des grands fils d'eux ou neveux d'eux, et puis on protège un petit peu par les études et par l'école aussi, ou par d'autres sports ou par d'autres activités. On plonge pas systématiquement dans le karting à 3 ans, hein, puisque 16 ans ça peut paraître jeune, mais c'est pas si jeune que ça. On a vu des pilotes professionnels commencer beaucoup plus tôt que ça. Et donc Vincent, 16 ans, c'est un bon âge pour démarrer, mais tout de suite dans une voiture, pas de karting. Hein. Ouais, effectivement, c'est ça. Non, le karting, c'était déjà des milieux qui demandaient déjà un gros investissement et financier et en énergie pour tout l'entourage. Et du coup, c'était une obligation quasiment de faire ça à un niveau déjà presque semi-professionnel en étant âgé de 10-12 ans, quoi. Donc on m'a laissé éloigner un petit peu de ça. J'étais sur les circuits, j'étais bercé par les courses de sport de voiture. Et du coup, effectivement, j'ai commencé à 16 ans en Caterham, mais directement, on va dire, sur les voitures déjà un petit peu lourdes, pas de karting. Ça t'a pas manqué ? T'avais cette envie de monter dans une voiture ? Ouais, alors ça, effectivement, moi, il y avait qu'un seul truc qui existait, c'était la Caterham. Même la monoplace, je regardais pas trop. Moi, je regardais les courses qu'organisaient mes parents. Les courses de Caterham depuis mon plus jeune âge, hein, depuis que j'avais 3 ans, j'étais sur les circuits. Donc moi, j'avais ma petite Piwi ou mon petit vélo et j'allais voir les virages. Donc en fait, moi, mes héros, c'était des pilotes qui gagnaient en Caterham. Et pourtant, c'était que des gentlemen, des amateurs. C'est quand même une sacrée voiture, le Caterham. Ça... je veux dire, c'est une vraie voiture. Non, c'est sûr que c'est une vraie voiture, mais comparé à un pilote de karting qui va regarder de la Formule 1, moi, à 7-8 ans, je regardais pas la Formule 1, je regardais la Caterham, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'étais le plus heureux du monde quand mes parents m'ont offert ma première course de Caterham à 16 ans. Et alors forcément, j'ai été plutôt nul parce que j'avais pas eu de formation, pas d'entraînement. Et puis du coup, je peux rebondir un peu parce que mes parents avaient un peu un truc en tête. Ils avaient vu Anthony en fait gagner sa première course, qui était déjà une course de Caterham quand lui avait 18 ans. Donc on a une petite vingtaine d'années d'écart. Donc Anthony, donc il y a 20 ans, mes parents lui avaient offert une course de Caterham qu'il avait remportée. Donc il s'était dit on va faire pareil avec Vincent, on va lui offrir une course de Caterham et on va voir s'il gagne. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. J'étais plutôt premier en partant de la fin. Et du coup, effectivement, j'avais pas pris de cours et j'avais pas fait de karting. Donc j'étais pas du tout préparé pour cette course, mais j'étais quand même très heureux d'y participer. Petit à petit, tu as refait ton retard. J'ai vu que tu avais fait l'Autosport Academy. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc ouais, effectivement. Donc après ma course de Caterham à 16 ans, j'ai participé à la saison complète à 17 ans. D'accord. Donc là, par contre, j'ai bien profité des voitures qui étaient disponibles sur le circuit d'Alès et de la piste pour faire beaucoup de kilomètres. Et donc là, j'ai vraiment progressé jusqu'à gagner des courses à la fin de cette saison de mes 17 ans. Donc on est en 2007. Et après, donc, j'ai été élu espoir de la Ligue Occitanie. Qui était la Ligue Languedoc-Roussillon à l'époque, pour représenter du coup la région, donc à l'Autosport Academy, qui était un championnat européen dans des Formule 4. Ça s'est appelé donc à l'époque de mes cousins la Campus. Maintenant, ça s'appelle la F4. Et donc l'Autosport Academy, c'était une année un peu de transition. On est passé sur des châssis carbone, où l'organisation est passée sur des châssis carbone, des voitures plus évoluées aérodynamiquement, et aussi un championnat d'Europe. C'est-à-dire que du coup, pour ma première saison, on va dire dans le monde des semi-professionnels, j'ai pas pu profiter de l'expérience acquise en Caterham parce qu'en fait, on roulait que sur des circuits étrangers. Donc, j'ai quand même eu la chance de faire Spa, de faire des Motorland Aragon, de rouler à Monza, voilà. Mais du coup, c'était un peu chaud, mais c'était là vraiment où j'ai fait tout mon bagage technique parce qu'il y a un encadrement qui est vraiment spécifique, pas seulement sur l'aspect pilotage, mais aussi tout ce qu'il y a autour, la préparation, les médias, l'anglais, le technique. Et il y a vraiment un encadrement qui est dédié là-bas, c'est sur le circuit Bugatti au Mans, prodigué par la fédération française. Et donc voilà, l'Autosport Academy, c'est ça. Là, on est sur des monoplaces type F4 aujourd'hui. Il y a quand même un gap de performance avec la Caterham. Là, c'est déjà une belle marche. Là. Ouais, en effet, c'était déjà des coques carbone, il y avait de l'aéro, il y avait des pneus slick. Effectivement, il y avait beaucoup de nouveautés. La plupart des pilotes venus du karting utilisaient déjà la technique du frein pied gauche. Alors que moi, je venais juste de maîtriser le talon pointe l'année d'avant. C'est sûr qu'il y avait un petit décalage, mais néanmoins, c'est quand même une catégorie qui était dédiée aux débutants. Alors, la définition de débutant, elle est large en sport auto. On n'est pas tous préparés de la même manière, mais manière, il n'y avait pas d'autre solution, et c'est toujours le cas pour débuter en sport auto. 4 roues, maintenant c'est la F4.
La F4, c'est quand même. Alors, je sais pas si à l'époque c'était aussi coté. Mais aujourd'hui, la F4, c'est quand même un sacré tremplin. On a quand même vu des pilotes aller jusqu'à la Formule 1. La F4, déjà, quand on intègre la F4 Academy, c'est déjà une sélection relevée. Ouais, bien sûr. C'était pareil à l'époque? Ouais, c'était déjà pareil. Alors effectivement, là, il y a eu une petite restructuration ces dernières années avec donc la F1, la F2, la F3. Donc la F4 maintenant prend de plus en plus d'ampleur, mais encore une fois, c'était quasiment le seul moyen avec la Formule Renault pour débuter. Donc c'était effectivement tout le monde a débuté par la F4 et effectivement la plupart des gens qu'on voit en F1 sont passés par là. Alors après, en parallèle, tu as fait des études d'ingénieur à l'INSA de Lyon. On peut dire que tu as la tête et les jambes, c'est ça? Ouais, on peut peut-être dire ça, ouais, effectivement. Ouais, donc non, mais donc c'était quand même la bonne idée de mes parents de me faire poursuivre mes études. Moi, j'ai obtenu mon bac S mention bien, voilà, au lycée Jean-Baptiste Dumas. Et après, je cherchais du coup une solution pour pouvoir poursuivre les deux parce que j'étais au tout début de ma carrière. J'avais fait quelques courses du Caterham. J'étais admis du coup à l'Autosport Academy pour faire ma première saison de course et donc voilà, je passais mon bac parce que donc la saison commence en avril. Je passe mon bac en juin, donc on a eu un petit chevauchement. L'Autosport Academy propose un cursus dans le pôle espoir où il faut aller se scolariser au Mans, ce qui était une option, qui a été vraiment envisagée, qu'on a même testé. Mais c'est vrai que l'ambiance elle était vraiment plus orientée compétition que studieuse. Et donc je cherchais vraiment une solution pour continuer mes études, sachant que j'étais quand même pas assez doué pour garder un cursus complètement normal dans une prépa maths sup maths p et réussir mes études tout en jouant le pari du sport auto. Et j'ai croisé du coup Philippe Almeras qui est un pilote aussi du coin montpellierin, qui est bien badgé Porsche. Tout le monde connaît par la Porsche. Voilà, et puis en échangeant, il me dit moi entre guillemets j'en ai chié jusqu'à me retrouver à l'INSA. Et donc il me donne le numéro de Michel Bouvard qui gérait du coup une structure dédiée aux sportifs de haut niveau au sein de l'INSA. Donc l'INSA à Lyon, et à l'époque c'était quand même pas du tout répandu les écoles qui acceptaient des cursus pour sportifs de niveau. Donc ça, cette discussion elle avait lieu un petit peu avant le bac parce que c'est ce qui m'avait donné envie de travailler, parce qu'il m'avait dit l'INSA c'est super, mais par contre pour rentrer il faut quand même des bonnes notes. Cravacher. Voilà, exactement. Alors nous il y a une légende, enfin moi je suis grenoblois, mais il y avait une légende qui disait qu'à l'école on était plutôt au fond de la classe et on prenait les vieilles voitures pour aller faire des dérapages sur la neige. Mais c'est possible d'avoir son bac S avec mention, école d'ingénieur et piloter à côté, c'est propre au circuit, ça, non? Effectivement, alors, je pense qu'il y a peut-être la discipline, le circuit, on est un peu plus sage, et peut-être un petit peu la génération, et puis c'est vrai qu'à l'époque... C'est scolaire. Et ouais, c'est ça, et puis moi je me suis un petit peu résigné, c'est vrai qu'il fallait quand même passer du temps un peu derrière les bouquins si je voulais avoir ces résultats à l'école, et espérer avoir le droit de continuer le sport auto. Donc ouais, j'ai un peu coupé court aux entraînements frein à main sur les graviers pour aller bûcher les cours de maths. Tu parlais d'un pari, le pari du sport auto. Par la suite, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait de la Porsche Carrera Cup, par la suite aussi du Trophée Andros. Est-ce que tu avais des préférences ou est-ce que tu as un petit peu fait au rythme des opportunités finalement? C'est une bonne question. J'ai dit un peu plus tôt que du coup, moi, mes héros, c'était les pilotes de Caterham quand j'étais jeune. Mais une fois que j'ai mis le pied à l'Autosport Academy, j'ai un peu découvert je m'étais renseigné avant, mais en gros, là, on met vraiment le pied dans la filière. On voit les pilotes de F1, les pilotes de GP2 à l'époque, les F3, la F3 britannique. À l'époque, donc mes aînés qui venaient juste de gagner, c'était Jean-Éric Verne, c'était Tristan Vautier, c'était des pilotes, des Kevin Estre, qui partaient un peu aux États-Unis, chez Carlin en F3. Et donc là, en fait, il y a toute cette culture du sport auto monoplace que j'ai découvert. C'est monté au cerveau à ce moment. Fait rêver. Et c'est un peu là où tu te dis, en fait, moi, si je veux être le meilleur, en fait, il faut faire comme les meilleurs, quoi. Donc, il faut aller battre les meilleurs sur leur championnat. Et donc ça, le plan, c'était un petit peu ça. Donc, j'ai fait 2 années dans cette catégorie F4. La première, donc on l'a dit, c'était une année vraiment de découverte. La marche était un peu haute. Je fais quelques bons résultats avec des meilleurs tours en course, pas de podium, des top 5. Mais du coup l'année suivante je joue le championnat jusqu'à la fin avec des victoires à Pauville, victoire à Valencia, des pôles, des remontées assez incroyables. Donc la deuxième année en F4 super, et après on se heurte un peu au problème du budget où effectivement pas du tout préparé à la marche financière ce coup-là qu'il fallait être capable de passer pour aller du coup dans les championnats qui étaient soit la Formule Renault européenne, soit la F3.
Qui sont déjà des gros budgets. Hein. Qui sont des énormes budgets. Et en fait, des jeunes trouvaient la solution pour évoluer. Mais finalement, en prenant un peu de recul, et là, c'est en échangeant avec un autre pilote du coin, Romain Dumas, qui en fait, il dit, j'ai échangé pas mal avec lui, il me dit, prends un peu plus de recul, et si tu regardes, là, tu vas devoir trouver 3 fois plus de budget pour faire la F3, mais si tu te recules un peu plus, même si tu es très bon F3, il va falloir trouver 9 ou 10 fois plus pour aller en GP2, et en fait, finalement, c'était déjà les filières où même pour accéder à la F1, il fallait être capable de se montrer une année avant d'avoir les sponsors ou les structures, parce qu'il y avait Red Bull qui aidait beaucoup, mais ils n'ont jamais aidé à 100% les pilotes. Donc j'ai un petit peu continué dans la monoplace avec des catégories comme la Formule Palmerodi en Angleterre ou l'USF 2000 aux États-Unis, ce qui m'a fait découvrir des trucs assez incroyables. Déjà des circuits à l'anglaise, Oulton Park, Snetterton, Donington, des trucs ouf. Et après, j'ai fait mes premières courses sur Oval aux États-Unis, donc ça, c'est les années 2010-2011. Et après, du coup, j'ai eu l'opportunité d'aller faire, c'est là où tu parlais d'opportunité, effectivement, de switcher sur des coupes un peu plus GT. Donc d'abord avec la Porsche Carrera Cup et puis un peu plus tard l'Alpine Cup. Formule monoplace, donc là on revient un petit peu. Ça c'est des bonnes écoles, hein, parce que la coupe Porsche. Monotype. Ouais. Monotype, coupe Porsche, c'est quand même une sacrée école où on peut encore vraiment réfléchir à faire une carrière très pro, quoi. Hein, surtout chez Porsche, hein, il y a une vraie filière. Hein. Effectivement, c'était. Donc moi, j'avais connu en fait que du monotype. Hein. La Caterham, la F4, la Formule Palmerodi, on avait tous même châssis, même moteur, même pneus. Et effectivement, quand tu faisais le meilleur temps, c'était grâce à toi. Et quand tu étais un peu derrière, tu savais qu'il fallait bosser parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été capable de faire mieux que toi. Tu n'avais jamais vraiment l'excuse du matériel. Et c'est vrai qu'après cette première formation, j'avais déjà l'opportunité de rebondir sur des championnats type endurance avec des mélanges de marques. Mais moi, je ne me sentais pas assez mature à ce moment-là, assez sûr de moi, pas assez de confiance pour me dire je vais entre guillemets défendre les chances d'un constructeur, mais sans avoir vraiment de baromètre à côté de moi. Et c'est vrai que la Porsche Carrera Cup, c'est ce qu'il propose. Tu te bats encore une fois contre des gens qui ont le même matériel que toi. Et effectivement, tu avais une vraie filière où Porsche était le premier constructeur à vraiment aller piocher des pilotes usines dans ses coupes nationales, coupe anglaise, coupe allemande, coupe française. Et donc là, il y a une opportunité en 2012 avec la création d'un team, le team Sébastien Loeb Racing, et qui avait pour ambition en fait d'être représenté par un pilote pro. Donc là, ils avaient choisi Jean-Carl Vernet et un pilote junior. Et donc là, ils m'avaient choisi moi. Donc c'est comme ça que je fais ma première saison de Porsche Carrera Cup sur les 997 en 2012. Et bon, là, je pense que c'était une belle opportunité. Tu as été choisi par Sébastien Loeb lui-même. Peut-être. Non, oui, c'est lui qui choisissait les profils. D'accord. Et effectivement, il voulait pas des pilotes trop jeunes, il voulait pas des pilotes trop vieux. Je pense que je rentrais bien dans le moule à ce moment-là. Et donc voilà. Est-ce que tu dirais que tu as joué ta carte à fond pour tenter de ne vivre que de ça, tenter d'être professionnel, ou est-ce qu'il t'a manqué un truc ? Je pense que j'ai quand même mis beaucoup d'efforts pour y arriver. Certainement pas assez. Avec du recul, quand je vois ce que font certains pilotes, effectivement, il y a des moments où il fallait peut-être faire un peu plus all-in à certains moments. Et après, je pense que c'est aussi beaucoup la maturité et la préparation. Je pense que quand on voit des pilotes, des Max Verstappen qui gagnent leur première course en F1 à l'année de leurs 16 ans, clairement, autant préparé que je pouvais l'être, j'aurais jamais gagné une course de Formule 1 à 16 ans. Donc il y a vraiment, je pense que j'ai gagné cette maturité un peu plus tard, à 20, 22, 25, et je pense que je continue un peu à progresser d'ailleurs, mais pour devenir pilote de F1, pilote pro, il fallait être en avance. Quoi. À l'époque, alors c'est peut-être moins vrai maintenant, mais j'ai vu que tu te stabilisais dans des teams, mais à l'époque, tu as changé quand même pas mal de fois d'équipe chaque saison, y compris dans toutes les disciplines, non ? Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. T'as côtoyé pas mal d'équipes, non ? Ouais, j'ai eu la chance. Moi, je trouve que c'était à chaque fois, j'ai rencontré des gens passionnés et assez incroyables dans chaque équipe au sein desquelles j'ai roulé. La Porsche Carrera Cup, du coup, après l'année chez Sébastien Loeb Racing, je suis allé chez Racing Technology, qui est une écurie nantaise gérée par Sylvain Noël, qui avait un projet aussi. Lui, il avait roulé lui en tant que pilote et il voulait maintenant montrer son écurie avec d'autres pilotes. Donc j'ai roulé 3 ans chez Sylvain. Ensuite, je suis allé chez Saint-Éloque faire encore une paire de saisons.
Et à chaque fois, tu repars avec des nouveaux mécanos, des nouvelles équipes. Effectivement, Et ouais, un c'est peu vrai. des nouvelles voitures. Ouais, et puis des nouvelles Enfin, méthodes de travail aussi. Si tu as fait une belle période en Porsche, hein, là pour le coup, la voiture, tu devais commencer à la connaître. Ouais, en Porsche, j'y ai passé du temps. Sachant qu'il y a eu la transition 997-991 qui a été quand même une transition assez violente avec une conception assez différente. Et c'est vrai que je me sentais plutôt très bien dans la 997. Et aussi un gap de performance. Ouais. Donc, ouais, et puis c'est aussi les années où les équipes françaises ont commencé à les rouler en Europe. Et du coup, il y a un petit fossé qui s'est creusé avec les équipes qui restaient simplement en France contre celles qui allaient jouer la Super Cup. Et notamment les 2 premières années, en fait, finalement, tu te rends compte que quand tu fais que 6 meetings, tu vois, tu fais 12 qualifs, 6 séances d'essai libre, il t'en manque toujours un peu comparé à celui qui a roulé la semaine d'avant à Barcelone, la semaine d'avant à Monaco. Et donc là, le fossé s'était un peu creusé, mais sinon, ouais, je commençais à bien connaître le véhicule. Ouais. Alors il y a quelques mois, on est déjà venu sur le temple du sport du pôle mécanique. On était venu rencontrer Stéphane Sarrazin, qui a aussi on va dire un palmarès et surtout une carrière très variée entre le rallye et la piste. Et là, après, tu passes au Trophée Andros. Donc le Trophée Andros, pour le coup, on y arrive, là, au frein à main et au dérapage que tu n'as peut-être pas fait pendant le bike S. Mais comment ça s'est passé, cette transition sur la neige, là ? Alors, ça n'a pas été complètement une transition parce que j'ai pas arrêté la piste. Le Trophée Andros, ce qui est super, c'est complément, que hein, c'est un complément. Exactement, c'est qu'en fait, ça se passe l'hiver. Donc mais en on fait, est d'accord que c'est pas les mêmes techniques de pilotage. Alors, c'est pas du tout les mêmes techniques, mais détrompe-toi, il n'y a pas de frein à main dans le Trophée Andros. Donc, il y a vraiment des techniques effectivement à trouver. Sur les électriques. Ouais, sur les électriques, il n'y a pas de frein à main. Donc, effectivement, les techniques de pilotage pour contrer les phénomènes de sous-virage et trouver la motricité sont. Il faut comprendre. Et puis je parlais tout à l'heure du nombre de roulages en Trophée Andros. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on roule très très peu pour garder à la fois les clous, la glace. On parle de 2-3 fois 6 tours par jour, des tours qui font moins d'1 kilomètre. Et il faut apprendre les pistes. C'est compliqué parce que la glace évolue. Tu passes le matin, la glace est glace vive, donc c'est une patinoire. Après, ça commence à se gratter, on récupère du grip. Toi, tu as fait avec les 2 roues motrices à l'époque. Ouais, c'est ça. Qui étaient les prédécesseurs des électriques. Enfin, aujourd'hui, que ce soit les 4 roues ou les 2 roues, depuis 3 ans maintenant, c'est 100% électrique. À l'époque de Vincent, il y avait le trophée électrique qui était qu'en 2 roues motrices. Il y avait encore des véhicules thermiques en 4 roues. Et Vincent, il a fait donc cette belle carrière, 6 ans, je crois, c'est ça, c'est ça. 6 ans en Andros, 2 roues motrices électriques, avec des belles perfs. Ouais, c'est ça. Du coup, depuis de 2014 à 2020, donc là, toujours sur la voiture Steph, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'avais trouvé un partenaire grâce à l'organisateur, du coup Steph, les transports frigorifiques, qui était présent d'abord beaucoup avec Olivier Pernaut. Et ensuite, Olivier avait besoin de se concentrer sur la 4 roues motrices, donc il cherchait un pilote pour la 2 roues motrices. Et du coup, j'avais été choisi. Et moi, j'étais le plus heureux parce que j'avais vraiment envie d'essayer ça. Et il y avait assez peu de place parce qu'il n'y avait que 6-7 voitures engagées par hiver. Donc, il fallait trouver sa place. Et alors après, une fois que j'avais trouvé ma place, il ne fallait pas être ridicule. Parce que c'était encore une fois pas beaucoup d'essais. Et j'ai terminé par 2 places de vice-champion. Derrière un gars très doué qui s'appelle Christophe Ferrier. Un Niçois. Ouais, un Niçois qui lui, pour le coup, vient du rallye et connaissait bien le sujet. Donc j'arrivais à le battre sur certaines manches. Lance en Vercors, j'étais plutôt bon. Isola 2000, c'était chez lui, j'arrivais à le battre. Mais bon, il y avait des manches que je ne maîtrisais pas. Superbès, Valto, c'était un peu plus compliqué. Et lui était beaucoup plus régulier. Mais ouais, des belles saisons, pas de regrets, c'était vraiment super. T'as pris goût à la glisse un peu? Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est de la glisse compliquée parce que 2 roues motrices, 2 roues directrices, t'es toujours sur le fil. Donc les 4 roues motrices, comme dans toutes les catégories, pour être le plus vite, c'est dur. Mais quand tu as 4 roues motrices, 4 roues directrices, tu es un peu plus maître de ton véhicule. Là, sur les 2 roues, c'était quand même vraiment toujours sur le fil pour trouver le bon équilibre, quoi. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque? La bonne ambiance, on va dire. non, le trophée, c'est connu pour ça, pour un peu pour les soirées qu'il y a après les courses. Non, mais ça m'a quand même appris aussi parce que le trophée, comme je dis, il y a peu de roulage, il faut savoir s'adapter. Il n'y a pas de chrono embarqué dans les voitures, dans notre catégorie. Donc, c'est-à-dire que tu fais aussi beaucoup appel à tes sensations dans une époque où moi, j'ai toujours été bercé avec les acquisitions de données, les chronos embarqués, la radio. Donc là, l'hiver, effectivement, tu switchais un petit bouton et tu te retrouvais tout seul pour tes 6 tours. Et il fallait sortir le meilleur possible de la voiture. Donc non, c'était des. Et quand même, avec un casque sur la tête pendant l'hiver,
Ça fait l'intersaison plus courte. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais voilà, des très bons souvenirs, à la fois en plaisir de pilotage, en ambiance générale, et puis les résultats qui étaient très bons aussi. Bon Vincent, on a beaucoup parlé de Caterham. Tu as aussi donc cette casquette, celle de promoteur, concessionnaire, passionné, une marque qui a une véritable identité. Je vous propose chez vous de regarder ce reportage que nous avons préparé avec Yves et on revient tout de suite avec Vincent pour parler de son rapport à la marque. C'est une voiture qui date des années 50, 60, qui avait été créée par Colin Chapman, Monsieur Lotus, pour être une voiture destinée à l'apprentissage du pilotage. D'ailleurs, elle remplit toujours ce rôle parfaitement. Elle a décelé des grands pilotes, ne serait-ce que Henri Pescarolo est issu de la Formule Caterham qui s'appelait Lotus Super 7, qui s'appelait plutôt l'opération Ford Jeunesse à l'époque. Donc cette voiture a à peu près la même configuration qu'à 60 ans. C'est une voiture avec un moteur avant, traction arrière, propulsion arrière, qui a absolument toutes les qualités requises pour l'apprentissage du pilotage parce qu'elle fait tout. Elle souvire, elle survire, elle bloque les roues. Mais par contre, elle est d'une réaction et d'une correction assez facile. Donc le moteur est à l'avant, mais par contre elle a une répartition de poids parfaite. Quand on la met sur les dalles, elle est unique, quoi. Et moi généralement je la définis comme étant une monoplace biplace. C'est un peu ça. C'est ce qui aussi permet pour l'apprentissage du pilotage d'embarquer un moniteur à côté. Ça permet aussi de faire des baptêmes de piste. En fait, c'est une voiture qui est multi-service. Donc on vend les Caterham, on les entretient, on les bichonne, on les transporte. Et en fait, on a 2 ou 3 casquettes, puisqu'on est donc concessionnaire effectivement, mais on est aussi prestataire de service, dans le sens où on transporte les voitures pour des clients qui le veulent, on les entretient, et on est même organisateur des meetings de courses qui se déroulent sur toute la France. Généralement on a 8 meetings à peu près, qui se déroulent sur tous les circuits français, les Nogaro, les Manicourt, les Paul Ricard. La fréquentation est assez importante puisqu'on a près de 3 catégories de 30 à 40 voitures chacune, ce qui représente une centaine de pilotes chaque fois, quoi. Un championnat magique. D'ailleurs, le succès qui est remporté, c'est dû à effectivement les budgets qui sont très bas et qui permettent effectivement de découvrir les circuits. Bon, bien Vincent, c'est pas une marque qui laisse insensible, on dirait, la Caterham. Ouais, en effet, c'est bientôt 70 ans de passion. Une voiture qui a quand même assez peu évolué, une recette là qui fonctionne. Du coup, comme on a vu, c'est mon père Christian Bonal et puis ma mère Corinne qui avait initié. C'est pas eux qui sont au tout début du championnat et de la marque en France, mais qui ont vite repris le flambeau dans les tout début des années 90, 93, 96. Et du coup maintenant, moi comme j'ai été bercé avec cette voiture, je reprends aussi l'activité progressivement en accompagnant mon père sur des activités qui occupent la Caterham en France. Donc une marque anglaise, vraiment quand vous en croisez une sur la route, parce qu'elle roule sur la route ces voitures, forcément on tourne la tête. Et puis Vincent, c'est ça, quoi, c'est que entre tous ces championnats, hiver, été, on va dire printemps, la piste, plusieurs championnats, et puis toute la semaine, la préparation de ces magnifiques Caterham, et puis l'organisation de la promotion de ces championnats. Donc ça fait pas mal de week-ends
Occupé. Ouais, en effet. On va dire qu'une fois que je suis sorti de l'INSA, j'ai pas perdu le rythme du travail la semaine et du pilotage le week-end. C'est un petit peu ça. Il n'y a toujours pas de temps pour faire des dérapages du coup. Eh ben non, toujours pas. Même si tu peux voir qu'une Caterham, ça glisse quand même pas mal. Non, ouais, c'est ça. Bah, effectivement, on a cette multiple casquette autour de la marque Caterham. On est l'un des distributeurs en France. Sachant qu'effectivement, c'est une marque qui a un petit peu le vent en poupe parce que c'est dans la culture du sport mécanique. C'est une voiture qui a zéro assistance. C'est des voitures très légères, 500 kg. Donc il y a vraiment un groupe de personnes qui sont soit des anciens motards, soit des gens qui sont à la recherche justement de ce genre de sensations. Et nous, du coup, un peu à l'image de Porsche, c'est quand même une voiture du coup qui s'est pas démodée, qui a peu évolué et qui s'adapte aussi bien à un usage routier, à un usage circuit. Et ouais, nous, on est très contents de ça. Elles ont un charme particulier au niveau aussi du championnat. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Oui, bien sûr. Donc nous, on est très très orienté compétition. C'est un peu notre culture. On a maintenant 3 catégories. Une catégorie qu'on appelle la Caterham Academy, qui est réservée aux pilotes qui n'ont jamais eu de licence, aux pilotes débutants. Okay. On regroupe en fait, c'est limité à entre 22 et 25 voitures par an. Et donc on crée un championnat, c'est la seule coupe au monde où en fait il n'y a que des débutants. Dans beaucoup de catégories, en fait, vous avez un peu des classements rookies, des classements première année. Nous, en Caterham, on a décidé du coup de créer un championnat où sur la grille il n'y avait que des débutants, que des premières licences. Et donc ça permet soit des jeunes pilotes qui n'ont pas forcément les moyens de débuter en F4, soit des personnes un peu plus âgées qui viennent sur le tard au sport automobile, d'apprendre tout ça, donc les départs, la course en peloton, les qualifs, l'aspiration, beaucoup de phénomènes dans un environnement très sympa parce que la convivialité règne et aussi dans une voiture qui est facile et idéale pour débuter. Et alors, quand tu as fini d'enfiler le casque sur tes championnats principaux de pilotes, tu vas t'affronter un petit peu contre tes pilotes, on va dire que tu coaches, que tu manages, que tu as dans le team. Ouais, de temps en temps, je vais rouler. Ça fait un peu de jalousie pour les pilotes amateurs comme nous, c'est-à-dire que 6 week-ends un championnat, 6 week-ends un autre championnat, le trophée Andros, puis le lundi matin je renfile une combinaison, un casque, je vais faire un peu de Caterham sur le circuit d'Alès. T'as l'impression qu'au niveau de l'entraînement tout va bien, quoi. Ouais, c'est sûr que à ce niveau-là j'ai un petit peu d'avance, je peux m'entraîner bien plus que les autres. Ouais. Mais effectivement dans les 2 autres catégories, donc au-dessus de l'académie on a la Road Sport qui est du coup une évolution de l'académie, donc une voiture 130 chevaux, toujours 520 kg avec des pneus semi-slick Yokohama. Et donc là c'est une catégorie du coup, qui regroupe les pilotes qui ont fait l'académie les années d'avant. Et après on peut rouler dans cette catégorie pendant de nombreuses années, donc à la fin il y a quand même un vrai niveau, quoi, des pilotes qui ont fait ça 3, 4, 5 ans. Et après, au-dessus de ça, en passant sur un autre modèle, on a la 420R, une voiture 190 chevaux, boîte séquentielle. Une vraie voiture de course. Une vraie voiture de course, du coup, qui n'a plus de carte grise, mais qui du coup propose des performances et une nécessité de se préparer super élevé les performances. Voilà. Mais les 2 voitures ont leurs caractéristiques. Moi, je m'amuse autant dans une Road Sport que dans une 420R. Et je suis très content d'aller faire quelques piges contre les copains pour essayer d'aller quand même leur montrer que je suis quand même encore capable de gagner en Caterham. Alors, tu as cette casquette, on ne sait pas du coup, amateur, pro, quand tu reprends ton championnat, après par la suite, du coup, tu as quitté la Porsche pour basculer vers l'Alpine, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. En 2018, une bonne marque française. Ouais, c'est ça. En 2018, la Alpine est revenue en compétition avec la préparation. Plus d'opportunités chez Porsche, ça s'est arrêté ou c'est un choix, comme le disait Mathias tout à l'heure, d'opportunité ou de, on va dire, de team, de sollicitation? Ouais, il y a un petit peu tout. La Porsche Carrera Cup, du coup, ça faisait quelques saisons qu'on avait du mal à progresser. Moi, j'ai fait en fait mes meilleurs résultats dans les premières saisons en terminant 3e championnat. Après, j'étais plutôt 4e et puis ça commence à régresser pour les raisons que j'avais citées, que beaucoup de pilotes et de teams allaient se préparer sur d'autres championnats, ce qui faisait un petit peu exploser les budgets. Et du coup, nous, on restait à iso-préparation et finalement, on ne progressait plus et c'est plutôt le niveau global qui progressait. Donc moi, la Porsche Cup, à ce moment-là, j'avais plus vraiment de perspective. Puis je commençais aussi un petit peu à vieillir, donc j'avais de moins en moins de chances de me faire choisir par le constructeur. Donc j'avais déjà commencé à faire des piges dans d'autres championnats, notamment en ELMS, en LMP3, en V2V. Et tu reviens sur des protos là. Ouais. Donc là, ces années-là, je faisais les 2 championnats. Je faisais la Porsche Carrera Cup et du proto. Donc c'est vrai que c'était assez différent, mais à ce moment-là, j'étais quand même bien préparé et j'arrivais à m'adapter. Donc j'étais très content de pouvoir faire des kilomètres dans les voitures. Et après, il y a eu cette opportunité avec l'Alpine qui est revenue, donc avec l'association d'Alpine et Signatech, qui ont créé cette A110 Cup, un championnat du coup d'Europe. Encore une fois, une coupe monotype, donc ça me plaisait.
La voiture qui était magnifique, super sympa à conduire. Et donc je me suis dit, la Porsche Cup, j'ai plus vraiment de perspective, je vais aller essayer ça. Et je retrouvais du coup un team que je connaissais bien parce qu'ils sont basés à Alès, CMR, géré par Charlie. Et donc on est parti dans cette aventure en 2018 pour on va dire le retour d'Alpine sur les circuits. Tout de suite en haut du classement, hein, en Alpine Cup. Hein, Vincent, il passe pas par les cases Intermédiaires. Intermédiaires. Hein. Ouais, là c'était. Podium, Oui, c'était une première année. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'engagés, mais il y avait des très bons pilotes, avec notamment mon pote Pierre Sansina, qui lui a remporté le titre. Et du coup, on s'est bien tiré la bourre. C'était aussi une très belle année. Je suis rempilé avec du coup Sylvain Noël, Racing Technologies, l'année suivante. Que tu connaissais de l'époque. Et que je connaissais aussi. Après, dans le milieu, du coup, on se croise toujours. On est soit alliés, soit concurrents. et cette année-là, du coup, une opportunité, une de plus. Le team Mirage qui s'engage en GT4 sur des Alpines et qui cherchait du coup un pilote qui connaissait la voiture, qui était assez rapide pour essayer de leur faire gagner du temps. Et du coup, ça s'est fait dans l'hiver. En plus de m'engager donc avec Racing Technologies en Alpine Cup, je m'engage avec Mirage en GT4 sur une Alpine GT4 dans le championnat de France. Là, c'est le niveau au-dessus. Ouais, c'est le niveau au-dessus, mais c'est aussi des courses un peu différentes parce que c'est des courses qu'on partage. On est deux pilotes dans la voiture. Nous, on était engagés en championnat Pro-Am. Moi, j'étais le pro. Je roulais avec Benoît Lison, qui faisait le rôle du pilote bronze. Et c'est des courses d'1 heure avec un changement de pilote au milieu. Donc, il y a un peu un aspect stratégique. Et là, c'est une des premières fois où, du coup, je roulais dans un championnat qui n'était pas monotype parce que le championnat de France GT, du coup, on roulait contre des Porsche Cayman, contre des Mercedes AMG, contre des Aston Martin, des Audi R8. Et en fait, il n'y avait que 3-4 Alpines qui étaient engagés. Et il fallait tirer du coup la quintessence de la voiture contre ces autres constructeurs. Mais à ce moment-là, j'étais beaucoup plus mature et beaucoup plus serein de mes forces pour représenter le C'était une première pour toi, on va dire les courses assimilées à l'endurance avec un équipier. Donc j'avais fait un peu de LMS en LMP3 les années d'avant. Mais sinon, c'était... Tu avais partagé ta voiture avec qui en ELMS du coup, en ELMS, j'avais roulé avec Henri Acide. Les premières courses. Après, j'avais roulé avec Nicolas Mélin, avec Jacques Wolf, quelques pilotes comme ça. L'occasion de déjà toucher, on va dire, à ce qui est assimilé à l'endurance, qui est quand même une vraie différence avec, d'une part, les formules monotypes, mais surtout les sprints où on est tout seul au volant. Ouais, effectivement, c'est vrai que l'approche où tu sais que tu vas devoir donner la voiture, donner le volant aux camarades après, tu as quand même une approche un peu différente comparé à des courses sprint de 30 minutes où tu as un départ à l'extinction des feux. Tu as une course qui est beaucoup plus physique, beaucoup plus rude et où chaque point compte. On va dire là en endurance, il faut être un peu plus, prendre un peu du recul, être un peu plus calme à certains moments, quoi. Et après, tu as basculé sur le GT4, on va dire définitivement. Ouais, c'est donc ça. Là, on était en 2018, ouais. 2019, 20, 21. Ouais. Cette fois, tu t'es concentré sur ce championnat. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu une très très bonne entente avec le team Mirage, avec Guillaume Bruot. Ouais, ça s'est bien passé. On termine 4e du championnat. Avec, j'ai une photo où Benoît termine à quelques millimètres du capot de Fabien Barthez pour la 3e place championnat. Donc finalement, moi j'ai pris goût à ça, ce championnat, à se battre justement, entre guillemets un peu ce que je fuyais au début de rouler contre d'autres marques. Ça m'a vraiment plu cette année-là. Le championnat est très sympa et je retrouvais du coup un peu mes aînés. Et notamment j'ai roulé contre mon cousin Anthony contre qui j'avais jamais vraiment trop concouru et là j'étais très content de me mesurer à lui et donc et de redécouvrir un nouveau championnat et donc depuis jusqu'à 2022 du coup je suis engagé avec Mirage sur l'Alpine GT4. Donc aujourd'hui c'est les sensations que tu recherches finalement? Ouais, complètement, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, moi ce que je veux c'est me battre pour des pole positions, me battre pour des victoires. C'est sûr que si on arrive à se battre à armes égales, c'est plus rigolo, mais d'un autre côté là sur le GT4 il y a une formule avec des équipes de performance qui satisfont pas forcément toujours tout le monde, mais sur la durée d'un championnat, sur 6 meetings, tout le monde y trouve son compte. On a aussi vu là, pour ceux qui te suivent sur les réseaux, que tu as fait une pige en rallye. Le dérapage, on y arrive enfin au frein à main. Ouais, effectivement. Ouais, là, il y a un frein à main pour le coup. Et on y arrive, hein. Et sur le tard. Hein. Ouais, sur le tard, très très tard. Ça ou il y a 2 ans? Non, l'année dernière. C'était l'année dernière, ouais, effectivement. Ouais, dans les expériences un petit peu exotiques, j'ai fait quelques courses de côte en Caterham.
Mais en fait, ça ressemble beaucoup à un tour qualif, en fait, une course de côte. Tu mets des pneus slick, tu es tout seul. Mais j'ai quand même fait la plus belle parce que j'ai fait. Alors, la plus belle de la région, c'est le col Saint-Pierre. Mais la plus belle, c'est Pikes Peak. Donc, j'ai roulé aux États-Unis en 2014 sur une Porsche préparée par Romain Dumas, RD Limited. Donc, j'ai gagné la catégorie GT, la Time Attack, en 10 minutes, 7 dixièmes. Donc, je ne suis pas dans le club des 9 minutes. Je suis juste 7 dixièmes au-dessus, mais c'était une très belle expérience. On a parlé du trophée Andros et l'an dernier, du coup, il y avait donc ici, on est quand même il y a le circuit du pôle mécanique, mais il y a une vraie culture du rallye et de la course de côte, je l'ai dit. Et donc, je me suis engagé avec un copain de longue date, Samuel Tessier, qui lui est un pur copilote rallye. Qui n'avait pas trop bossé le copilotage depuis quelques années et puis il voyait ces Alpines qui du coup arrivaient en fait sur le rallye. Pareil, il y a eu l'Alpine Cup, l'Alpine GT4 et Synatec ont préparé une Alpine de rallye qui a été la RGT qui a été très performante. Et donc avec le team Chazelle qui est aussi basé à Saint-Hippo, pas très loin d'ici, et on a trouvé un week-end parce qu'il en restait en fait des week-ends de libre une fois qu'on avait fini tout ça. Il restait un week-end de libre et du coup on s'est engagé sur un tout petit rallye, le rallye des Camisards. J'ai fait mon premier rallye, ça m'a réveillé. Quand on voit ce que fait Cédric Robert en championnat de France avec les RGT face au R5, c'est impressionnant. L'Alpine elle va super vite. Quand c'est sec, ça va très très vite. Allez, on a le temps pour une dernière question. Vincent, tu as 32 ans. À cet âge-là, on ne regarde pas dans le rétro, on regarde plutôt devant. Est-ce que tu as des projets pour la suite ? Ouais, des projets, effectivement. Pas mal de projets. Donc là, je suis en train de vraiment m'impliquer dans la structure Caterham sur le pôle mécanique. On a nos trois activités avec la vente de voitures, l'organisation du championnat et des activités de roulage pour les entreprises, les particuliers et les compétitions. Donc, un peu, la période fait que il faut un petit peu se démener pour que ça continue. Mais on est heureux, on a quand même un produit qui plaît, donc on reste concentré là-dessus. Je développe du coup une voiture électrique qu'on a vu, dont on a parlé avec mon père il y a quelques minutes. Donc ça, c'est un projet qui est né forcément de mon expérience avec le trophée Andros électrique. Le constructeur ingénieur, puis il a injectué. Ouais, le fait que je sois ingénieur, ça m'a donné les opportunités. Moi, je n'arrêtais pas de relancer le constructeur en Angleterre. Quand est-ce que vous faites une voiture électrique, rien que pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ils avaient d'autres chats à fouetter. Puis l'Angleterre a rencontré ces problématiques de pollution beaucoup plus tard que nous, donc ils n'avaient rien dans les tuyaux. Et donc, moi, je me suis attelé à la tâche, grâce notamment à vraiment une politique qui est sur le bassin alésien qui est très dynamique pour ce genre de projet. J'ai remporté le concours Alès Audace il y a quelques années qui m'a donné un bout de subvention. Le fait d'avoir le circuit à côté me permet aussi de faire beaucoup de kilomètres d'essai. Et donc là, un des projets qui m'anime, c'est ça, c'est de pouvoir constituer une grille en fait, de 6 voitures pour proposer des stages de pilotage en voiture électrique sur la base du châssis Caterham. Ça s'appelle l'Electric Motorsport Academy. Et c'est dans l'air du temps, c'est des voitures électriques, c'est des voitures qui du coup n'émettent pas d'émissions sonores, donc les voisins sont plutôt contents. Et le projet, c'est de développer ça sur le territoire national et peut-être d'engager ça en course, de proposer une coupe de voitures électriques d'ici 3, 4, 5 ans. Pour rattraper le trophée Andros. Ce n'aura pas forcément pour rattraper le trophée Andros, mais pour peut-être proposer vraiment une catégorie électrique. Mais toi, sur le plan sportif ? Et sur le plan sportif, du coup... Allez, dis-nous, tu vas faire le rallye. Non, faire quelques courses de rallye, ça me dirait bien. Non, en 2022, du coup, j'étais toujours sur une Alpine, GT4, j'étais toujours dans le team Mirage, mais j'ai découvert un autre coéquipier qui, pour le coup, est à ta droite, parce que c'est Yves. Du coup, Yves, que j'avais côtoyé en Alpine Cup, et qu'on a partagé du coup l'espace du team Mirage pendant une saison. C'est plutôt très très bien entendu. Et du coup, en 2022, moi avec la Stone et puis toi avec on a fait 3 saisons ensemble chez Mirage. Ouais, c'est ça. Et donc le courant est plutôt très bien passé. Et du coup, en 2022, on a partagé le baquet. Donc c'est-à-dire que quand je descendais de la voiture, c'était pour le laisser monter. Donc finalement, vu qu'on s'entendait bien, c'était pas le la meilleure technique pour passer du temps ensemble, parce que du coup, quand je pilotais pas, c'est lui qui y allait, donc on se voyait plutôt moins. Alors qu'avant, on se débrouillait pour faire des blagues quand les autres allaient rouler. Mais mais ça s'est bien passé. Et là, du coup, sportivement, l'idée, c'est de repartir en GT4. Sans dire trop de secrets, l'idée, c'est d'être avec Yves. On cherche encore une voiture, on cherche aussi un team, et on cherche aussi des sponsors. Voilà.
Bon, c'est des super projets, tout ça. En tout cas, merci Vincent de nous avoir accueillis chez toi, ici, au pôle mécanique d'Alès. Merci Yves. Merci à tous Merci. chez vous pour votre fidélité à l'émission. Avant de terminer, on voulait dédier cette émission à Philippe Streff, ancien pilote de Formule 1 grenoblois qui nous a quittés le 23 décembre dernier, Yves. Ouais, c'est ça. À Grenoble, on avait un pilote, enfin on en a même plusieurs avec Olivier Panis, on a cette chance-là. Et Philippe Streff était un pilote qui a eu un grave accident en 1989 et qui était tétraplégique. Il nous a quittés en décembre 2022. Voilà, on lui rend hommage avec cette émission. Et puis voilà, aussi à son frère Pierre que je connais bien moi et puis qui est, on va dire, aussi impliqué dans la course automobile, qui a aussi couru. Philippe Streff qui avait dédié l'essentiel de son temps suite à son accident à la cause des personnes handicapées. Il avait donc 67 ans. Toute l'équipe d'Arrêt au Stand voulait envoyer une pensée aujourd'hui à sa famille. Voilà, merci pour votre fidélité et puis à très vite dans Arrêt au Stand. Bye bye. Au revoir. Les Ardeaux, votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction, mais aussi la rénovation, l'entretien et l'équipement de votre piscine. Nous vous accueillons du mardi de 9h à midi et de 15h à 19h. À bientôt.